Bonjour, bienvenue dans le 4e live du MOOC Vigne et Vin, ou Vine and Wine. Aujourd'hui, nous allons parler économie, et pour cela, nous avons deux invités. Hervé Hanin. Bonjour Hervé. Bonjour. Et Samson Zader. Ça y est, j'ai fait. Ça marche pas. Je te laisse te présenter. Donc je suis Samson Zadmeran. Voilà. Bienvenue, merci et désolé pour ton prénom, pour ton nom. Nous avons eu plusieurs questions, on va essayer de toutes les traiter, ça va être assez dense, c'est pourquoi on a regroupé les questions en sous-rubriques. Pour commencer, en quoi, en fait, la première question, c'est en quoi les très gros opérateurs, on peut en citer Advini, Castel, etc., qui se sont parfois même regroupés, en fait, risquent-ils de transformer en profondeur le paysage de l'offre française sur le marché intérieur, voire même à l'export? Je sais pas. Donc en fait, oui, c'est vrai, ce sont de très gros opérateurs, mais bon, en France, on va dire que ça reste encore assez peu concentré. Donc, on va dire, si on prend les 3 ou 4, 5 plus gros, ils représentent que 20%. Donc en fait, ils n'ont pas encore un poids tellement important, enfin 20% du chiffre d'affaires. Donc ils comptent, c'est sûr, hein, on ne va pas dire qu'ils ne comptent pas, mais d'ici là, à transformer tout le paysage agricole, on est encore assez loin de ça. Donc pour vraiment comprendre ce qui se passe, il vaut mieux se concentrer sur les différents segments ou les différentes appellations, tout ce qui est vin d'appellation d'origine protégée, et toutes ces différentes segmentations, vin de table, vin sans IG, vin avec indication géographique. Donc on aura vraiment une meilleure compréhension du marché. Voilà. Si on veut vraiment avoir un peu plus d'informations sur ça, France Agrimaire, qui dépend du ministère de l'Agriculture, font vraiment de très bonnes notes ou de fiches, et on peut les trouver assez facilement sur Internet, et on peut compléter ça. On pourra mettre le lien dans le forum peut-être. Oui, on le mettra. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est quand même de regarder leur stratégie, parce qu'en fait, c'est au niveau du marketing. Ils font des choses quand même assez innovantes, notamment dans tout ce qui est exportation, donc d'adaptation, on va dire, au marché étranger. Ça, ils sont assez gros pour le faire. Et donc vraiment de faire des vins qui sont calibrés à l'exportation, que ce soit au niveau du goût ou même au niveau de l'étiquette. Et puis ils sont assez gros pour quand même faire donc une stratégie, on va dire presque de négoce ou de faire du vin, mais aussi d'avoir leur propre domaine et quand même de rester avec des vins d'appellation. Donc c'est ça vraiment leur stratégie. Du coup, est-ce que c'est aussi de pouvoir proposer plusieurs gammes alors qu'on est la même personne, et on se permet de toucher à tous les marchés, quoi. C'est exactement ça. D'accord. On passe à la deuxième question. Depuis la réforme de 2009, donc pour être précis le 1er août 2009, en France, les ODG disposent-ils encore d'un délai pour faire évoluer les AOC en AOP ? Merci de nous éclairer sur ce point. Qu'en est-il de l'évolution des vins de pays en IGP? Est-ce qu'avant de répondre à la question, on peut refaire un point sur ce que c'est AOC, AOP, IGP, etc. et toutes ces abréviations? Oui. La France a choisi depuis longtemps, en tout cas depuis 1935, la voie de développement des appellations d'origine contrôlée, et plus largement de ce qu'on appelle les indications géographiques au sens mondial. Les indications géographiques, ça recouvre en même temps les appellations d'origine et ce qu'on appelle les indications géographiques protégées au sens européen. C'est là où c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une homonymie. Mais en tout cas, depuis 2009, la segmentation du marché, c'est vraiment les indications géographiques avec les appellations d'origine protégées en Europe et les indications géographiques protégées en Europe, et en dehors de ça, les vins sans indication géographique. Avant 2009, on avait une segmentation qui reposait plutôt sur la question des vins de table et des vins de pays, dans une catégorie, et ensuite les vins délimités de qualité supérieure, qui était une petite catégorie, et surtout les AOC. Donc effectivement, la deuxième partie de la question se pose, que sont devenus les vins de pays? Eh bien, les vins de pays, en général, sont rentrés dans les indications géographiques protégées. Par exemple, alors, la plus grande catégorie des vins de pays, c'est le vin de pays DOC en France. Eh bien, ils sont devenus indications géographiques protégées pays DOC. Donc, on avait quelque chose de purement français, et là, on a repris des catégories qu'on a redécoupées oui, alors il y avait déjà système européen. Il y avait déjà des catégories françaises et européennes,
hein. Mais là, en tout cas, on s'est mis en ligne aussi avec plus largement les catégories reconnues au plan mondial par l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire indication géographique ou sans indication géographique. Et à l'intérieur, finalement, cette possibilité double, soit appellation d'origine, soit indication géographique protégée. Alors, la première partie de la question portait sur le passage des AOC, donc c'est vraiment une typologie française, des AOC, en AOP. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, quand la loi de 2009 a permis à développer le concept d'AOP, appellation d'origine protégée, eh bien, toutes les appellations d'origine françaises dans les différents secteurs, le fromage par exemple, eh bien, sont devenues AOP et ont oublié leur ancienne dénomination AOC. Dans le cas du vin, il y a eu un accord au niveau des ODG, au niveau de la CNAOC, la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée, en accord avec le ministère et l'Europe, pour dire on avait mis déjà du temps à faire reconnaître aux consommateurs les AOC. Donc, ce n'était pas pour le troubler encore plus avec un changement. Donc, l'Europe a accepté qu'on puisse garder cette appellation AOC spécifiquement pour les vins, voilà, ou bien accepter de passer à la nouvelle appellation AOP. C'est pour ça qu'on peut trouver, en tout cas, tous les vins d'AOC sont reconnus comme des AOP au plan européen. Ça, d'un point de vue juridique, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas les ODG, sauf les nouvelles appellations qui sont obligées d'être déposées au fur et à mesure de leur création. Mais en tout cas, toutes celles qui étaient faites avant 2009 et même 2011 ont été déposées. Et en termes d'étiquetage, eh bien, les étiqueteurs ont le choix entre l'ancienne appellation, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée, ou bien l'appellation nouvelle et européenne, appellation d'origine protégée. Ok. Donc ça, c'était pour expliquer le cas de la France. Et je vous propose de passer plus à l'international, puisqu'on a eu des questions sur le marché, et notamment une question sur le marché britannique, sur son offre par rapport au marché mondial. Je crois que je me tourne vers Sam. En fait, les Anglais, jusqu'à présent, ils produisaient à peu près rien. Et ils produisent toujours pas grand-chose, on va dire ça comme ça, donc au niveau de l'offre. Mais bon, c'est surtout qu'on va dire avec le réchauffement climatique, bon, et ça laisse présager ce que ça pourrait être dans plusieurs années s'il y avait vraiment une augmentation de la température qui rend des zones plus propices à la culture de la vigne. Et c'est vrai qu'il y a quelques centaines, ou peut-être, je ne sais pas exactement le chiffre, mais je sais pas, peut-être un millier d'hectares de vignes qui ont été plantées au Royaume-Uni. Récemment, du coup. Ouais, récemment. Et que bon, ils pourraient ils peuvent vinifier leurs raisins, c'est sûr. Et puis bon, je pense qu'ils vont essayer de le faire. Et c'est sûrement la rumeur, c'est que c'est des champenois, qui seraient peut-être en train d'essayer de faire du champagne anglais. Bon, ils n'auront sûrement pas le droit de l'appeler champagne. Ça serait plutôt du mousseux anglais ou quelque chose comme ça, ou du crémant anglais. Mais pour le moment, c'est assez anecdotique, quoi. D'accord. Oui, en même temps, pour compléter, c'est effectivement faible. La production est faible, c'était quelques dizaines d'hectares et c'est devenu quelques centaines d'hectares. En même temps, ce qu'on appelle en prospective un signal faible, parce que c'est peut-être à la fois une signalisation de ce qui peut se passer à la faveur du changement climatique. Et puis les Anglais, c'est aussi quelque chose d'assez symbolique, enfin pas seulement symbolique, c'est aussi des acteurs sur le marché très importants. C'est un des grands marchés. Même s'il a marqué le pas ces dernières années, il est peut-être en train de repartir. C'est vraiment un marché à la fois important en termes de volume et de valeur. Les Anglais aiment le vin, ils aiment le vin français, ils aiment les vins de qualité, ils aiment les vins du Commonwealth, du monde entier, et ils en consomment plutôt beaucoup pour un pays non producteur. Donc il y a une demande, donc pourquoi pas. Et en même temps, ils sont aussi des leaders d'opinion, puisque d'ailleurs, ils ont participé beaucoup à la notoriété et à l'image des vins des grandes appellations, françaises comme Bordeaux et Cognac sans doute, mais également Jerez et Porto. En tout cas, ce sont des acteurs, évidemment, qu'on ne regarde pas comme des acteurs mineurs dans le monde. Donc pour toutes ces raisons-là, ce sont effectivement des gens, un marché qu'on regarde avec un œil particulier. Attention. Et une autre question qui porte plutôt sur la Russie. Donc cette fois-ci, plutôt sur quel est son mode de consommation et qu'est-ce qu'ils importent les Russes, Je crois qu'il y a eu de forts espoirs dans les dernières décennies, parce que à la fois sur le plan politique et économique, la Russie s'est ouverte. Donc
c'était aussi d'ailleurs un pays producteur pendant longtemps. En réalité, on a vu apparaître certains aspects de la consommation qui étaient assez tape à l'œil, comme des importations de champagne, et puis de façon générale des vins haut de gamme, par la partie la plus aisée de la population russe. On aurait pu penser aussi à un redéveloppement de la production. En réalité, quand on voit les chiffres, c'est à la fois une production qui a marqué le pas, qui est restée à moins de 10 millions d'hectolitres. Une consommation qui est restée à moins de 10 millions d'hectolitres, avec une production qui a tendance aussi à baisser ces dernières années. Moins de 5 millions d'hectolitres, compensé par des importations. Donc c'est un marché effectivement, qui peut représenter en valeur sur certains segments, notamment pour la classe la plus aisée, qui importe volontiers des grands Bordeaux et des grands Champagnes. Mais en termes de volume par rapport à la population, c'est une population qui consomme moins de 8 litres par habitant et par an, ce qui est à peu près 5 fois moins que la population que la France. On voit bien que dans ce type de consommation, il y a une forte concurrence avec les alcools forts, traditionnellement, et qui sont portés à la fois par une culture plus traditionnelle et en même temps par un marketing plus puissant. Ok. Alors après, on aurait pu continuer comme ça, de faire le tour du monde, ça serait passionnant, on pourrait se promener sur le globe. Mais on a des questions plutôt qui portent sur tout ce qui est vin bio. Alors, il y a le bio, la biodynamie, même les vins nature. Est-ce qu'on peut commencer déjà par faire une définition de ces différents vins ? Oui, il y a une définition européenne depuis quelques années. Il y avait une définition française, il y a une définition européenne des vins bio, il y a une définition américaine des organic wines. Il y a donc quelque chose qui est en train vraiment de se structurer aujourd'hui au plan mondial. Globalement, ce qui réunit ces vins bio, c'est de ne pas utiliser de molécules de synthèse, que ce soit en engrais ou en pesticides, etc. Et donc de respecter au mieux, tant que c'est possible, à la fois l'environnement et la santé. Donc on a vu apparaître effectivement à l'intérieur du bio un peu des sous-catégories comme le biodynamie. Tous les vins biodynamie font partie des vins bio, des vins biologiques, et représentent des modes particuliers, des contraintes ou des opportunités différentes. Donc ça, c'est une partie qui est relativement limitée, même si elle a un succès, et plutôt une source de valorisation importante. Et puis on voit apparaître effectivement, comme tu le disais, des vins nature, des vins véganes, des vins qui sont des segments hyper petits sur le marché, mais qui peuvent bien rencontrer leur demande, qui est prête à les payer à un prix plus élevé. Parce que c'est ça la question, est-ce que c'est un avenir économique en fait ? Est-ce qu'il y a une niche qui rencontre son public en tout cas ? Si on raisonne en termes de niche, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'actuellement, j'ai tendance à dire, sur ce genre de niche, les militants parlent aux militants et vendent aux militants. Donc les militants ont des coûts plus élevés de production et ils rencontrent un marché de gens qui y croient, qui reconnaissent, qui sont prêts à payer cette valeur-là. La grande difficulté, c'est de savoir ce qui va se passer. Comme on n'est pas Madame Soleil ni les uns ni les autres, c'est compliqué de savoir ce qui, parmi ces segments qui aujourd'hui sont très petits, la part du marché pour l'instant, vont devenir, on la connaît à peu près. La part de marché pour l'instant des vins bio, même si on en parle beaucoup, même s'il y a eu les surfaces en France ont été multipliées par 3 en 8 ans, donc c'est beaucoup. Même si ça rencontre l'intérêt des consommateurs depuis une dizaine d'années, très nettement, ils sont très à la recherche de ces vins bio et de leurs promesses, même si ça correspond aussi à un mouvement de fond qui existe au moins depuis les années 70 en France chez les producteurs, même si les politiques ont beaucoup misé au niveau des ministères et des organisations sur cette voie-là, aujourd'hui, force est de constater que c'est suivant les régions entre 5 et 10% de la production et donc du marché. Donc la grande question, c'est comment est-ce que ce marché peut effectivement, entre guillemets, sortir de sa niche et surtout devenir quelque chose de vraiment prépondérant, de passer le cap, la masse critique des 20, 30 ou 40%, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, ou bien au contraire de
finalement d'avoir grossi sa niche, ce qui est déjà pas si mal, mais ce qui n'est pas du tout l'ambition, ni politique, je pense, ni des associations de producteurs qui soutiennent ce mode de production. Et il y a une question aussi qui demande est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui sont faites dans ce sens-là, enfin, est-ce que par exemple des organismes comme l'INRA travaillent vers le vin bio, enfin, vers la production plus biologique? C'est surtout avec les nouveaux cépages qui seront plus résistants en fait aux différentes maladies et qui donc par des croisements génétiques en fait ils ont des différents chromosomes ou des différents allèles, enfin et c'est tout ce qui est travail INRA, Institut français du vin et de la vigne, qui sont basés ici à Montpellier Supagro. Ils font un travail en fait qui est d'essayer de développer des vignes qui sont résistantes et donc qui auraient moins besoin de tout ce qui est produit de synthèse parce qu'on sait qu'au fur et à mesure qu'on traite les vignes, elles vont devenir de plus en plus résistantes à ce traitement. Donc on va devoir mettre de plus en plus de produits. Et donc si on arrive à créer des vignes qui sont génétiquement capables de résister à la maladie naturellement, c'est ça, on se rapproche automatiquement de vin bio, quoi. D'accord. Et du coup, c'est par exemple le travail qui a été fait sur la plateforme de phénotypage qu'on a présenté dans un module précédent. C'est exactement ça. Okay. En tout cas, le champ des collaborations avec les associations qui promeuvent les vins bio, le champ de ces recherches est très large, hein, même au-delà de la génétique, sur la confusion sexuelle, etc. Il y a beaucoup de travaux. Aujourd'hui, en tout cas, de ce point de vue-là, le bio est vraiment sorti de sa niche qu'il occupait il y a 30 ans, où il était vraiment très marginal dans la recherche et dans l'enseignement. Aujourd'hui, le bio, franchement, est enseigné. Le bio est vraiment voix au chapitre dans les recherches. Et il n'y a pas de... On a tendance à penser qu'il y a, certes, il y a des voies bio, il y a des voies conventionnelles, il y a des choses qui sont bien délimitées, qui sont même certifiées ou qui sont opposables sur le marché, mais en tout cas, le sentiment est que de toute façon, la recherche doit travailler pour toutes ces catégories-là et encore, entre guillemets, du pain sur la planche, parce que en bio comme en conventionnel, on est encore face à ce qu'on appelle des impasses technologiques aujourd'hui, en tout cas des difficultés qui, avant d'être résolues, sont des impasses sur certains développements de maladies. Je pense aux maladies du bois, je pense à d'autres, les flavescences et autres, qui sont vraiment des difficultés déjà en agriculture conventionnelle et bien sûr en bio, quand on s'interdit des molécules, et bien évidemment on en a encore plus en difficulté. Voilà, donc le bio aujourd'hui n'est pas la panacée, mais en tout cas est une des voies reconnues comme parmi les plus prometteuses pour préserver la santé et l'environnement. Ok. Je vous propose de passer à un autre sujet qui concerne les vins bio et les vins plus traditionnels, qui sont ce qu'on appelle les capsules. Puisque en France, sur le goulot de la bouteille, on appose un petit chapeau en métal. Hein. Et donc il y a une question qui demande si donc il existe une capsule où figure le symbole de la République française. À quoi correspond précisément cette capsule? Quelle relation existe-t-il entre la couleur de la capsule et la catégorie fiscale du vin? Quelles sont les différentes catégories relatives au régime fiscal des vins? Très bien. Alors, je ne suis pas fiscaliste, mais bon, en fait, tout ce qui touche à l'alcool, c'est hyper réglementé. Donc, il y a les droits de plantation, on n'a pas le droit d'aller acheter un terrain et de planter autant de vignes qu'on veut. Enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu des autorisations de plantation. Donc, tout ça, c'est réglementé, c'est hyper réglementé. Et tout comme on n'a pas le droit d'aller bouillir de l'alcool et de le distiller. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir du vin, il faut payer un impôt dessus, une taxe. Et bon, c'est vrai que ça va varier en fonction que si c'est un vin sans IG ou un vin d'appellation. Et il y aura donc une capsule qui sera posée dessus pour symboliser le paiement de cette taxe. Donc en haut, si on regarde bien, il y a la Marianne, qui est donc le symbole de la République française, et qui donc symbolise que cette taxe a été payée. Alors aujourd'hui, je pense que les capsules sont majoritairement couleur vin, en fait. Elles sont rouges ou bordeaux. Et lit de vin. Lit de vin, voilà. Mais historiquement, je pense qu'il y en avait des vertes, aussi des bleues. Oui, c'est ça. Et donc, c'était en fonction de... peut-être les vertes pour les AOC et VDQS, les bleus pour les vins de pays et les vins de table, historiquement. Aujourd'hui, depuis 2011, je crois, on peut utiliser les capsules rouges.
Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ces CRD qu'on appelle, donc ces capsules représentatives du droit payé. D'accord. Alors, il y a une autre question qui concerne cette fois-ci comment on ferme la bouteille. Est-il vrai que les opérateurs français restent rétifs à l'usage de la capsule à vis comme moyen d'obturation des bouteilles? Le frein vient-il des consommateurs ou des opérateurs ou des deux? Qu'en est-il de l'usage de capsules de vis sur les vins destinés à l'export? On va déjà commencer sur ce qui se passe en France. Donc là, on dit capsule, mais c'est oui, là, bouchon. C'est c'est pas la même chose. Hein. Donc je pense que oui, symboliquement en France, le bouchon reste encore un gage de qualité. Donc en fait, c'est la tradition française, c'est tout ce qui est donc historique. Le bouchon en liège. Le bouchon en liège, tout à fait. Et donc, je pense que les consommateurs le préfèrent pour l'instant. Alors après, il y a aussi un autre côté, c'est au niveau de les machines qui existent. Historiquement, c'est plutôt des machines pour embouchonner avec des bouchons. Et donc, il faut savoir, c'est qu'en France, on a beaucoup de petites entreprises viticoles qui ne sont pas dotées de leur propre chaîne d'embouteillage. Donc, en fait, il y a un camion, une des façons d'embouteiller, c'est de faire venir un camion qui va venir embouteiller chez vous. Et donc, tout dépendra de... Donc, c'est la chaîne de production qui vient Exactement, à la qui maison. vient à la maison, et tout dépend de comment elle est équipée. Donc, par exemple, dans les autres pays qui sont la Nouvelle-Zélande, ou en Australie, c'est eux vraiment qui utilisent ces capsules à vis, ou le Chili, ils n'ont pas cette tradition, on va dire, vu qu'ils démarraient de zéro. Non seulement ils n'avaient pas de tradition, on va dire, je simplifie un peu, mais au niveau du consommateur, ils n'avaient pas cette idée du bouchon en liège, mais aussi c'est au niveau de la machine qu'ils ont mis en place, et ils sont directement partis sur cette solution technique. Et donc en France, il faudrait changer il faudrait vraiment changer tout le système. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'embouteillage, si on veut, peut-être on peut être plus économique au niveau du prix, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en France, on a beaucoup moins misé sur les vins sans IG, donc ils sont vraiment comparés par exemple à l'Espagne, ils ont beaucoup, on importe même du vin sans IG en France, et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire, d'importer du vin sans IG, peut-être certains le font, mais de remettre après dans une bouteille à vis pour le réexporter, il faudrait faire le calcul pour voir si ça vaut la peine d'être fait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de marché, tout comme... Et puis il y a des autres solutions, par exemple en Italie il y a du vin en Tetra Pak, en France ça passe pas non plus, donc on est vraiment attaché à la bouteille et au bouchon. Voilà. Donc c'est le consommateur qui... Les deux, Oui, en même temps, ça dépend des segments de marché. C'est-à-dire le consommateur traditionnel, effectivement, a associé la qualité au bouchon de liège. Après, il peut y avoir de nouveaux segments justement qui apparaissent. Évidemment, les segments qui n'ont pas besoin, des segments de produits qui n'ont pas besoin de bouchons, comme les bag-in-box par exemple, mais aussi, par exemple, les segments de rosé, avec des consommateurs, des occasions de consommation beaucoup moins traditionnelles, qui à ce moment-là se satisfont soit de capsules à vis, soit même de bouchons en plastique, comme elle a été développé par certains synthétiques. Après, sur l'export, évidemment, les Français font comme les autres. Je pense qu'ils s'adaptent. Il y a des pays comme la Chine où les gens n'ont pas des tire-bouchons chez eux comme les Français en ont tous. Donc, c'est assez pratique. Il y a le segment, par exemple, on dit que le Français est rétif à ça, mais il y a longtemps que le Français passager des compagnies aériennes prend une petite bouteille de vin et qu'il dévisse, évidemment. Donc, simplement, on est passé d'un choix monolithique, c'est-à-dire que c'était même pas un choix pendant longtemps, la bouteille de vin était bouchée avec un bouchon en liège, à une sorte de segmentation qui est en train d'évoluer, avec un consommateur qui réagit au changement comme tous les consommateurs en France, mais qui évolue aussi, et puis la segmentation du marché finit par laisser une place assez importante, de plus en plus importante, à d'autres modes de bouchage. Et pour faire vieillir un vin, quand on achète un vin qu'on a envie de laisser dans sa cave, est-ce qu'il y a quand même un choix qualitatif cette fois-ci? Je marche sur des œufs Moi, je marchais sur des œufs parce que je pourrais m'aventurer sur des zones qui sont assez complexes. C'est toute la question des échanges gazeux pendant le vieillissement en bouteille. Est-ce qu'il y a des échanges gazeux? Oui, lesquels? Comment? Est-ce qu'il n'y en a plus du tout avec les capsules à vis? Je ne suis pas sûr, je m'aventure. Est-ce qu'il n'y a que des bons échanges gazeux avec des bouchons en liège? Je ne suis pas sûr non plus. Okay. On sait aussi qu'il y a des goûts de bouchons, par exemple. Voilà, donc
voilà, tout ça est un peu complexe, de mieux en mieux éclairé par les recherches qui sont conduites ici ou là, en particulier à Montpellier, bien sûr, et à Pelge-Rouge. Mais c'est vraiment des domaines très compliqués. Et on a toujours aussi cette, entre guillemets, cette mythologie du vieillissement du vin, alors que globalement, je pense que 90 à 95% des vins sont bu dans les 2 ans. Mais on fait comme si on allait les garder 20 ans. Mais, c'est parce qu'on est trop mais mais parce qu'on est je pense, dans cette culture du vin que voilà, le bon vin, c'est le bon vin de garde, le vin qui s'est gardé dans de bonnes conditions. Alors que, là, en tout cas, ça reste probablement vrai pour des très grands crus, dont certains d'ailleurs connaissent une évolution dans leur bouchage. Mais la réalité statistique du marché, c'est vraiment des vins qui sont consommés rapidement. Ok. Alors, rapidement, justement, sur l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? On sait qu'il y a par exemple un changement climatique qui est annoncé. Au niveau économique, à votre avis, comment tout ça va évoluer ? Peut-être. Moi, je pense qu'il y a trois grands défis. Après, je vais laisser Jean peut-être développer, mais il y a le premier défi qui est le défi de la modification des marchés. On est passé d'un marché où les vins se consommaient globalement dans les pays où ils étaient produits, à part 13% d'entre eux, il y a encore 25 ans. Et aujourd'hui, c'est à part 42% d'entre eux. C'est-à-dire qu'on est bientôt à la moitié des vins qui sont consommés dans un autre pays que celui qui les a produits. Donc ça fait que le marché est devenu de plus en plus mondial. C'est-à-dire que quand on produit en France, avant on produisait pour un consommateur français, on produit maintenant pour un consommateur de toute la planète. Et quel que soit le niveau de notoriété des appellations. Ça, c'est l'internationalisation des marchés, c'est très important. Il faut être capable d'exporter, de parler à des gens qui ne sont pas nés avec ça, avec le vin dans leur culture, il faut leur expliquer. Voilà. Le deuxième axe, sans doute, c'est l'adaptation à ce qu'on appelle les attentes sociétales. En gros, ça veut dire que les consommateurs, mais même les non-consommateurs, les citoyens, sont très attentifs à la façon dont on produit du vin et on produit des raisins. Et en particulier à tous les pesticides qu'on peut utiliser. Et le troisième axe d'adaptation, qui vraiment va s'imposer très vite à tout l'ensemble, c'est le changement climatique. Voilà, peut-être que je peux laisser... Oui, le changement climatique, le plus il va faire chaud, le plus on va voir si les raisins qui ont été plantés, est-ce qu'ils vont être adaptés. L'idée, c'est que pour qu'une vigne soit productive, il faut attendre 3 ans entre le moment où on la plante et le moment où elle va commencer à produire. Et donc, en fait, il y a quelques endroits où on commence déjà, par exemple à Bordeaux, pour voir si les mêmes cépages vont pouvoir rester. Ils font des calculs en fonction de la hausse des températures. Bon, après, il y a aussi une solution, c'est l'irrigation. Donc là, par exemple, France Agrimaire qui met en place les lois européennes, il commence à donner des aides à l'irrigation, à l'installation de l'irrigation. Et bon, après, c'est de la modélisation, ça va tout dépendre de combien le réchauffement climatique va avoir un impact. Et donc, je ne connais pas exactement les chiffres, mais dans certaines zones, on pense qu'avec de la bonne irrigation, parce que vraiment les techniques maintenant sont arrivées à un stade qui est vraiment assez spectaculaire, on arriverait à avoir quand même à sauver pas mal de choses, quoi. Donc c'est... Alors du coup, le changement climatique, s'il fait plus chaud, ça veut dire qu'il y a des zones de production qui vont peut-être bouger sur nos territoires. Ça, c'est une première chose. Si on veut conserver les zones de production là où elles sont, peut-être effectivement l'aide de l'irrigation. Mais j'avais cru comprendre aussi que plus de chaleur voulait dire aussi qu'il pouvait y avoir plus de sucre dans la baie et du coup un taux d'alcool plus important et que du coup ça se posait plus dans la catégorie des vins et que même on essayait de faire réduire le taux d'alcool dans le vin. Enfin, ça fait plusieurs changements. Oui, mais il y a ça. Après, il faut voir s'ils vont développer des techniques pour désalcooliser les vins. Enfin, il y a ça. Mais il y a aussi, par exemple... Mais c'est une piste. Il y a une piste, mais il y a aussi, même au niveau... même au niveau, par exemple, du changement législatif avec l'OCM20 de 2013. Enfin, à un moment, ils ont changé avec tout ce qui est droit de plantation. Avant, il y avait une interdiction sur les vins sans IG. Maintenant, par exemple, à côté de Paris, ils veulent planter des vignes. Et donc là, du coup, on n'est plus au sud. Et donc, peut-être que naturellement, les gens vont se déplacer, planter plus au nord, parce qu'il n'y a plus cette interdiction de planter des vignes. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, en fait,
entre au sud irrigué, au nord planté, désalcoolisé. Il y a énormément de choses. Et la législation s'adaptera en fait, au niveau aussi de qu'est-ce qui est un vin, enfin au niveau du degré d'alcool. En tout cas, ouais, peut-être pour compléter, effectivement, on travaille beaucoup. Conclure, du coup. Oui, mais c'est important de conclure là-dessus parce qu'on on travaille beaucoup sur ces questions-là, notamment dans le cadre des projets avec l'INRA, le projet LACAV, le projet de prospective. Et on a la conviction que sans doute il y aura encore du vin dans les décennies à venir, mais sans doute ça ne sera plus exactement ni les mêmes produits, ni les mêmes process, ni les mêmes lieux de production. En tout cas, sur les deux grands axes, je crois qu'on les a bien décrits là, soit ça sera effectivement une modification des zones de production, ça peut être simplement rechercher des endroits plus frais, plus de réserves utiles en eau, y compris pas très loin des zones traditionnelles de production. Ça peut être l'usage de l'irrigation, mais pas que. Il ne faut pas réduire le changement climatique à l'irrigation. D'abord parce que ça ne résout pas tout. Ensuite parce que toutes les zones ne sont pas irrigables. Et ensuite parce qu'il y a des tas d'autres choses à faire, des tas d'innovations, y compris dans les limites actuelles de la réglementation, et y compris au-delà. Parce qu'on s'est imposé, sans doute au sein des appellations d'origine, mais au-delà dans la définition même du vin, on s'est imposé beaucoup de limites, alors que techniquement, on maîtrise bien les process, qu'on les utilise dans le reste de l'agroalimentaire. Dans le monde du vin, on s'est volontairement limité à des choses qui sont admissibles par opposition à celles qui ne le sont pas. Et ça, c'est une limite qui, effectivement, pourrait peut-être bouger dans l'avenir. En tout cas, les zones de production pourraient bouger, ces limites pourraient bouger, puis les limites techniques aussi pourraient bouger. En tout cas, on sera obligé de mobiliser ça, parce que actuellement, le renforcement du changement climatique pèse de plus en plus nettement sur les process de production, sur les difficultés de production. On a une année incroyablement affectée en 2017, quantitativement c'est sûr, et peut-être qualitativement beaucoup par endroits, à cause de la sécheresse, à cause de la grêle, à cause du gel, à cause des sangliers, à cause de toutes les maladies qui peuvent se développer simplement par des décalages entre les stades phénologiques et le développement de ces maladies. Donc il y a beaucoup de recherches engagées là-dessus, et en tout cas on n'échappera pas à l'innovation. En tout cas le secteur du vin est bien concerné par l'innovation, il l'a toujours été. Il s'est sorti du phylloxéra grâce à l'innovation, il sortira de ses adaptations au changement climatique, aux attentes sociétales et au marché mondial, aussi par l'innovation. L'important, c'est que cette innovation soit maîtrisée, soit mesurée, soit acceptée. Ouais, tout à fait. Ça sera le mot de la fin. Alors merci à tous les deux d'avoir participé à ce live. Juste, ne partez pas, un petit mot, parce que c'est le 4e et dernier live, mais le MOOC n'est pas terminé. Nous vous avions indiqué que vous avez jusqu'à ce soir pour répondre au quiz face à vos demandes. Nous avons déplacé cette date limite jusqu'à dimanche soir. Je vous donne plus d'infos tout de suite sur le forum. Deuxième point, nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction, savoir quelles ont été vos attentes, vos besoins, et en fait on a surtout besoin de vos retours pour pouvoir faire évoluer ce MOOC et le rejouer pour une prochaine session. Et enfin, nous voulions vous indiquer que l'équipe pédagogique restait disponible et à votre écoute sur le forum jusqu'à la fin de la semaine. À bientôt et merci de votre attention.